Plus grand, plus fort, Stéphane Soumier sur BFM Business. Bon ben voilà, même PSA finalement à un moment s'est dit qu'il fallait devenir plus grand, plus fort. Donc officialisation sans doute lundi, vous a dit Jean-Christophe, du mariage entre PSA et Opel. Il faut croire que les derniers nœuds de négociation, et il y avait notamment des problèmes un tout petit peu complexes à régler sur les systèmes de retraite. Vous savez, on vous en a parlé, un système de retraite des salariés alors anglais, Vauxhall, la marque Vauxhall, mais aussi allemand d'Opel. Donc il faut croire que ces derniers nœuds de négociation ont été réglés, et donc on aura lundi l'annonce officielle de ce mariage qui va permettre à PSA de devenir plus grand, plus fort. Passer, je pense que si vous êtes intéressé par cette information, vous avez maintenant les chiffres en tête, passer d'à peu près 3 millions à 4 millions et demi de véhicules, ce qui fera quand même de PSA encore aujourd'hui simplement l'un des acteurs moyens inférieurs même de l'ensemble de l'industrie automobile mondiale, puisque les géants sont au-dessus maintenant de 10 millions de véhicules produits chaque année. Plus grand, plus fort. Donc, avec Guillaume Delavalade, le directeur général de SFR Business, qui nous accompagne ce soir, avec Nicolas Baudouin, associé KPMG, avec Pascal Auger pour la Société Générale, Octave Klaba, donc le fondateur d'OVH, qui nous accompagne ce soir, et Marc Bruat, le patron de Squad.fr, qui travaille dans la sécurité numérique. On parlait donc, et on a parlé de sécurité numérique, faut dire un mot de la data, et donc Nicolas Baudouin, de la façon dont cette data aujourd'hui, mais vraiment, on enlève le big, cette donnée numérique, toutes les entreprises peuvent l'utiliser. Et durant ce mois de campagne, KPMG nous a expliqué par exemple comment un concessionnaire automobile pouvait tranquillement suivre en temps réel, pour peu qu'il s'en donne la peine, ça coûte pas très cher, c'est simple, ce que faisait son concurrent. Ça, c'est des choses très très simples que la data permet aujourd'hui de faire. C'est ça. Enfin, je crois que on l'a dit tout à l'heure. Les dirigeants découvrent. On a parlé du Tador. Moi, je voudrais donner quelques exemples. Les entrepreneurs, ils commencent généralement à aborder la data par leur propre data. Alors, il y a eu souvent des problèmes de confiance. Ils se sont méfiés de leur propre data. Ils se sont généralement réassurés ces dernières années sur ce sujet. Et alors aujourd'hui, ils se sont méfiés de leur propre. C'est souvent le dirigeant, il avait ses intuitions. On parlait de ses propres données. Et souvent, se réconcilier avec son système d'information, ça a fait l'objet, je pense, d'un effort important de culture des chefs d'entreprise ces dernières années. Et aujourd'hui, ils sont prêts à aller plus loin. Et ce plus loin, c'est quoi ? C'est généralement gagner du temps. Si vous produisez des glaces, vous avez aujourd'hui, plutôt que de faire des prévisions de vente, intérêt à être connecté avec de la météo des prochains jours ou des prochaines semaines. Et on a de plus en plus, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, c'est vraiment aujourd'hui, l'agriculture se connecte avec de la data anticipative. On racontait l'exemple d'un simple détaillant en produits cosmétiques qui peut avoir accès au forum. Comme L'Oréal, il n'y a pas besoin de s'appeler L'Oréal pour avoir accès au forum où on discute de cosmétiques. On peut être détaillant et avoir accès au forum, et c'est aujourd'hui assez simple. Voilà, alors ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe, avoir une idée du marché, des tendances qualitatives, parce qu'il y a le quanti et le quali là-dessus, Internet est plein d'éléments qui permettent à un moment de synthétiser des positions sur voilà ce qui se dit aujourd'hui sur cette marque, voilà ce qui se dit aujourd'hui sur vos produits, sur ceux de vos concurrents. Vous avez parlé aussi de l'observation des prix de vente, donc qui permettent à on parlait de concessionnaires l'autre jour, de s'ajuster, ou en tout cas de savoir aujourd'hui s'ils ont la possibilité de s'ajuster. Donc c'est là où la souplesse de la PME permet de jouer. Marc, juste un truc, ce par quoi vous avez commencé, tiens, je demanderai à Octave Klaba, il n'y a pas... Le génie de l'entrepreneur, il dépasse quand même ce que les data peuvent lui dire, non, Octave ? Il n'y a pas une donnée numérique qui aurait dit à Octave Klaba, vous allez faire un groupe mondial de data centers et de serveurs informatiques. C'est la passion. Enfin, dans mon cas, c'est la passion. C'est le métier que je fais actuellement, c'est exactement le métier que je voulais toujours faire. J'ai eu l'ordinateur premier à 7-8 ans, donc quelque part c'était l'extension de ce que j'ai toujours rêvé de faire, et aujourd'hui je suis exactement à l'endroit que je voudrais être. Mais ce que je veux dire, c'est quand même le génie de l'entrepreneur. L'iPhone, il était dans aucune donnée numérique. Mais une fois que vous êtes passionné, vous réfléchissez à l'usage, vous êtes votre propre client de ce que vous consommez. J'ai commencé simplement en disant que je voudrais faire l'hébergement des sites internet.
et être client de l'offre que je proposais. Ouais, c'est ça. Parce que je ne trouvais pas sur le marché ce que j'avais besoin. Et donc, quelque part, en anglais, ça s'appelle Eat Your Own Food, Dog Food. C'est cette approche-là, en fait. C'est qu'en interne, lorsqu'on développe les services, le premier client, il est en interne à notre département, il utilise les services pour bâtir un autre service pour les clients. Et en même temps, discuter en interne très rapidement pour l'éprouver, pour l'améliorer, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et de cette manière-là, on arrive à se développer extrêmement plus rapidement que dans des cycles traditionnels, marketing, etc. Et on retrouve de l'humain. Marc Bruat, vous avez finalement traversé aussi le même parcours qu'Octave. Oui, je pense que le moteur, en fait, c'est... moi j'aime bien l'idée du risque, à mon avis, c'est vraiment le moteur. Il y a un côté jeu, en fait, dans le fait de créer une entreprise. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde me disait, par exemple, après la cession de ma deuxième société, mais reste dans un grand groupe, t'es bien. Et non, en fait, on avait, mon associé et moi-même, envie de repartir et montrer qu'on était capable de le faire peut-être une troisième fois et mieux, comme vous disiez tout à l'heure, plus fort encore. Et donc c'est ça qui nous... Et pourtant, là encore, nous qui visions les grands comptes, tout le monde nous disait, oui, non, mais les grands comptes, aujourd'hui, réduisent leur nombre de fournisseurs. Avec votre petite taille, vous ne passerez jamais. Et en fait, au bout du compte, on n'a pas rigolé tous les jours, hein, mais ça s'est plutôt bien passé, quoi. Et ça c'est le même, voilà. Marc Bruat, le patron de Squad, qui intervient notamment dans le service numérique et notamment dans la sécurité. Vous nous le racontiez tout à l'heure. Guillaume de Lavalade, comment est-ce que vous regardez ça? Moi, c'est juste le côté, on a compris tout ce que la data nous apportait. Je voudrais juste, c'est juste le côté, là, réconcilier l'entrepreneur et sa donnée. Et je me suis dit, non, il faut pas qu'il se réconcilie trop avec sa donnée, l'entrepreneur. Faut pas qu'il se mette à suivre ce que lui disent les chiffres. Guillaume, votre avis? À nouveau, je cite l'agriculture parce que ça, c'est le domaine qui me plaît le plus. C'était un domaine à nouveau où il y avait quasiment pas de données. Et là, on crée quand même de la donnée. Alors, oui, l'intuition de l'entrepreneur, son envie, sa passion, c'est moteur parce que c'est l'énergie de la société. Mais il y a quand même pas mal de business qu'avec la donnée, on peut révolutionner. Je reviens quand même là-dessus. À nouveau, c'est les drones pour l'agriculture. Chaque parcelle, vous mettez juste ce qu'il faut d'engrais. Vous avez des bénéfices. C'est bio, c'est de la vraie productivité. Et le terme productivité est un terme noble. Ouais, c'est ça. C'est du progrès. Il y a l'idée de génie. Et puis ensuite, il faut la mettre en place. Et c'est là où la donnée, elle intervient. Et c'est là où elle va donner toute la productivité nécessaire à l'entrepreneur et à l'entreprise. Exactement. Et à nouveau, ça renvoie, et pardon, le terme est un peu éculé, mais à la digitalisation des entreprises. Il y a plein de business qui sont totalement remis en cause par la disponibilité de la donnée. Par tout le crowdsourcing, le fait d'avoir des foules qui vous relèvent les prix, c'est des choses qui n'étaient pas imaginables pour la grande consommation il y a quelques années. Et ce qu'on disait avec KPMG justement ce lundi-là, c'est qu'on passait, notamment les industriels, du produit au service. Vous fabriquez plus des matelas, vous apportez le sommeil et la qualité du sommeil et vous apportez le repos. À partir du moment où dans vos matelas, il y a tous les capteurs qui vont permettre aux gens de savoir s'ils dorment bien ou s'ils dorment pas bien. Oui, c'est essentiel. Vous disiez où est l'entrepreneur? Est-ce qu'il est esclave des données? Pas du tout. Parce que justement, c'est des leviers extraordinaires pour développer les business, ça. Si vous voulez, c'est aujourd'hui, effectivement, vous vendez des produits, mais vous pouvez regarder ce qui se passe en termes d'usage. Vous pouvez développer des services autour de ces usages. Vous pouvez vendre de la donnée sur ces usages à ceux qui sont autour de vous. Enfin, c'est au contraire un univers extraordinaire pour un entrepreneur. Pascal Auger. Et c'est la révolution qu'on vit actuellement dans la banque. Hein. Deux exemples. Stéphane, quand votre banquier vous appelle pour vous dire attention, il y a quelqu'un qui utilise votre carte actuellement au fin fond de l'Indonésie. C'est tout bêtement, c'est l'utilisation de la donnée. Mine de rien, grâce à cette utilisation et ces moteurs de recherche, on a réussi à réduire globalement, dans la banque en France, la fraude monétique à 2 chiffres, alors même que globalement cette fraude augmente à 2 chiffres. Tout ça parce que voilà, on est capable de croiser vos comportements d'achat, vos comportements et vos lieux d'achat avec ça. Et l'autre élément, c'est que on peut maintenant vous pousser des offres un peu plus précises. Avant, on raisonnait segment de clientèle. Maintenant, on va pousser une offre qui correspond un peu plus précisément à ce que veut Stéphane Soumier. Et pas j'ai pas encore vu. Ça commence. C'est le début. C'est le début de la. Ah non, mais c'est toujours l'impression de recevoir des trucs automatiques là. C'est le début de la révolution. Enfin, on en est qu'au début. Alors oui, c'est le début. C'est le début. Vous n'avez pas encore pris la Bastille là-dessus. Pas encore. Non, pas encore, mais ça viendra. Et cela dit, juste un mot, ça n'a rien à voir, mais un chiffre, j'en reviens toujours pas. J'ai appris ce matin un chiffre vertigineux sur les
modifications réglementaires, c'était juste les chiffres de 2015, 200 modifications réglementaires par jour. Je vais vous donner un autre chiffre. Dans le système bancaire. Non mais vous vous rendez compte, messieurs, un tiers, 200 modifications réglementaires par jour. Et un tiers des investissements informatiques sont sur l'adaptation réglementaire. Donc, voilà, c'est ça. Non, on est sur des ordres de grandeur qui sont maintenant et j'ai appris l'existence maintenant de la RegTech, c'est-à-dire qu'il y a des startups qui viennent vous aider en fait à suivre la réglementation. Oui, et on est souvent à la frontière, d'ailleurs, la RegTech et la sécurité, parce que bien souvent le lien entre les deux est assez ténu. On parle de projection à l'international, Octave. Une fois, donc vous débarquez de Pologne 1990, c'est ça. 90. Vous fondez l'entreprise en 99, au VH. À la sortie du cycle ingé, oui. C'est ça, 1999, c'est ça. Petite histoire, c'est Xavier Niel qui, alors pour le coup, on vous héberge, a d'abord été hébergé par Iliad dans les sous-sols là. Il vous a donné une pièce, En 2001-2002, on avait déjà notre première crise des croissances. On avait besoin des places, d'héberger des serveurs qu'on produisait, et puis on cherchait de la place. Et puis j'ai rencontré Xavier, j'ai rencontré ses équipes, et puis ils nous ont loué en fait dans les endroits en fait où ils avaient quitté. C'était à Paris 11. Et alors la petite histoire, c'est qu'ils vous l'ont pas loué. Ils vous ont dit, mets-toi là, il n'y a pas de problème. Et puis vous, au bout d'un moment, au bout d'un an, 1 an et demi, vous avez fait le calcul de ce que vous coûtiez à Iliad, et vous lui avez envoyé un chèque à Xavier Niel. Ouais. Qui vous a renvoyé, il vous a dit, mais non, vous teniez absolument à ce que... Ouais, en fait, c'est le business, il faut qu'il soit sain. On peut pas faire quelque chose qui ne soit pas valable dans le temps. Et derrière, en 2003, on avait encore une autre crise de croissance. Il n'arrivait plus à nous fournir. Donc, il nous a proposé de racheter un bâtiment qu'eux, ils souhaitaient se débarrasser. Et quelque part, nous, on était encore très petite entreprise en 2003. Et donc, les banques nous ont pas fait vraiment confiance. Et donc, c'est Xavier qui nous a fait le crédit. Pour le payer sur 10 ans, et puis on a remboursé au bout des 3 ans. L'entreprise a marché suffisamment bien pour rembourser tout le crédit du premier data center. Comment est-ce qu'on passe de là, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous vous projetez à l'international? En fait, c'est en 2003, donc c'est très tôt. On avait envie d'aller à l'international. Et donc à l'époque, on avait visé Espagne. On avait embauché 3 Espagnols à Roubaix, donc ils s'appelaient tous Rouben. Les 3 Espagnols. Et on a essayé de faire l'Espagne à partir de Roubaix, et on n'a pas réussi. Et on a failé. Et en 2004, donc moi j'ai pris la voiture, je suis allé en Pologne. Je suis resté 8 mois à bâtir la filiale, et on a compris comment ça pouvait marcher. Et sur le modèle d'évolution justement des 8 mois d'expérience en Pologne, on a bâti plein de filiales en Europe. On en a fait 9-10 en espace de 2 ans. Et donc on a fait de cette manière-là, on a grandi entre 2004 et 2009 en développant les agences commerciales, enfin c'est des filiales d'OVH, mais plus pour proposer nos services de manière commerciale sur chaque marché. Parce que forcément votre business il était mondial, ça pouvait pas être autrement. C'est forcément, quelque part, il y a cette envie-là d'aller au-delà de la France, d'aller au-delà de l'Europe. Entre 2009 et 2014, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on aille en Amérique du Nord. Mais comment? Enfin, on était encore une entreprise de 400-500 personnes, donc on s'est dit, je ne sais pas comment faire. Donc on est allé faire un peu fleur au fusil. Au Canada, on a vu un super bâtiment qu'on a acheté à côté de Montréal, et puis j'ai passé là-bas un bon 12 mois à construire donc à l'époque c'était le plus grand data center du monde, 360 000 serveurs physiques, capacité de 360 000 serveurs physiques, donc c'est vraiment beaucoup. Et derrière, on a fait un autre stade. On s'est dit, là, il faut qu'on aille vraiment aux US. Et là, quand on s'est dit, on va aller aux US, Patriot Act, les lois, les marchés, il est extrêmement rapide. Patriot Act, c'est ce truc qui fait que le gouvernement peut aller regarder dans les données de n'importe qui à partir du moment où elles sont sur le territoire américain. C'est ça. N'importe quelle entreprise américaine. N'importe quelle entreprise. N'importe quelle entreprise américaine. N'importe quelle entreprise américaine serait installée n'importe où. Donc si l'entreprise américaine s'installe en France, ils peuvent fouiller dans les data aussi. Et donc Mais ils peuvent... Attendez, il y a un tout petit détail, mais ils peuvent regarder les données d'Airbus hébergées sur le territoire américain. Le Patriot Act ne leur permet pas de le regarder. Si, à partir du moment où c'est sur le territoire américain, ils peuvent aussi. Mais ça dépasse le territoire américain. Ah oui, c'est ça, comme à chaque fois. Une entreprise américaine est obligée d'ouvrir ses livres au gouvernement américain.
Et donc là, on s'est dit... Côte ouest. Et là, on s'est dit, il faudrait quand même un peu coup de main. Et c'est là qu'on s'est dit, on va lever quand même un peu d'argent. On va chercher des partenaires financiers. Et donc, c'est là que l'année passée, on a finalisé la levée de fonds, la première, au bout de 17 ans, 16 ans, 17 ans. La levée de fonds de 250 millions auprès des deux fonds hyper respectables. Je suis hyper content. C'est KKR et Torrebroek. Avec lesquels maintenant on bosse et on regarde comment étendre au voyage au-delà de l'Europe, au-delà des États-Unis, aller en Asie et voilà. Donc c'est tout le plan qu'on est en train de dérouler actuellement. Et Guillaume de la Valade, vous disiez que même au niveau des CFR Business, vous avez, alors je l'ai pas là, mais vous avez annoncé une alliance internationale, enfin que vous rejoigniez vous-même une alliance internationale il y a assez peu de temps, parce que l'ensemble de ces business justement et vos clients vous demandent d'apporter les mêmes solutions partout dans le monde. C'est ça le sujet. C'est exactement ça. En fait, on parle beaucoup de données, de virtuel et autres, mais comme Octave le dit très bien, derrière, il y a des infrastructures qui sont dans le dur, que ce soit du data center ou que ce soit de la fibre optique. Et donc, on se doit d'offrir à n'importe quelle entreprise des capacités de projection partout dans les pays où elle opère, et en particulier quand c'est une entreprise qui vient de France, où il y a un centre de gravité assez important. Et donc avec cette alliance, ça nous permet d'offrir de la fibre optique dans les pays où le groupe Altice auquel appartient SFR est présent, mais de dépasser le réseau qu'on maîtrise en interne, et donc on s'allie à d'autres opérateurs. Pascal Auger, c'est compliqué pour une banque justement d'aller accompagner ses clients à l'international. C'est là où il y a une... c'est pas compliqué, je crois. C'est sa mission première. Enfin, quand on est une banque à réseau qui est présente dans plus de 70 pays, c'est-à-dire si on valorise pas le réseau au profit des clients, on sert à rien. Ouais, donc c'est ça ce qu'on fait. Enfin, quand on accompagne nous une PME sur 3 à l'international, alors c'est pas simplement gratuit parce que on considère que c'est ces PME là qui vont générer la croissance, et ces PME qui vont survivre. Et c'est aussi notre mission première de dire voilà, on a des entités, nous je sais pas, au fin fond de l'Asie. Mais vous considérez que votre boulot c'est un moment, parce que je vais demander à Marc Bruat, c'est le conseil. Pourquoi lui il a pas l'intention d'y aller. C'est ça, hein, Marc? Non, il n'y a pas de velléité d'aller à l'international pour l'instant. On se développe en France, on ouvre des agences, on prévoit l'Ouest, mais pour l'instant c'est tout. Et est-ce que votre boulot de banquier, Pascal Auger, c'est de dire à un moment, non, vous n'êtes pas assez solide pour y aller. On a vu des entreprises se brûler les ailes en partant trop vite, justement. Ça peut nous arriver. Le devoir de conseil, c'est à la fois de dire attention, allez à l'international, mais n'allez pas à l'international dans n'importe quelle condition, pas dans n'importe quel pays, procédez par cercle. Donc oui, on a ce devoir de conseil. Et après, on essaie d'éduquer, on essaie d'accompagner. Et quand la société passe à l'acte, là, on aide, on accompagne. Moi, il m'arrive d'accompagner, on a fait ça encore au printemps dernier, une dizaine de grosses PME en Asie du Sud-Est pour leur faire découvrir. Ils n'ont jamais eu les pieds. Singapour, Hong Kong. On les a introduits auprès de partenaires locaux. On les a introduits auprès d'autres acteurs bancaires locaux. Et voilà. Et sur les 18, il y en a déjà 2 qui ont commencé à faire des implantations. C'est pas le boulot des chambres de commerce, ça c'est pas le boulot uniquement des banques. On le fait pas seul. On le fait aussi avec BPI. Ouais. On le fait avec Business France. Ouais. Une des raisons pour lesquelles on a signé le premier avec BPI, c'est parce qu'on pense à cet accompagnement global. On le fait aussi avec le pouvoir public, justement. À un moment, vous avez eu, les pouvoirs publics ont été, vous avez eu besoin d'eux. À aucun moment, Octave Klaba, vous ne vous êtes dit tiens, parce que là ils ont, alors c'est pas mal d'ailleurs, parce que le gouvernement continue à travailler, et le gouvernement a organisé un colloque aujourd'hui à Bercy justement sur les aides à l'export. Bon, il y a des trucs qui peuvent apparaître comme des détails pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que moi-même je ne maîtrise pas, mais la garantie d'investissement, c'est un point important. Ah, c'est un point important. Donc, garantie d'investissement pour couvrir le risque politique. Oui. Pourquoi c'est important aujourd'hui Simplement parce qu'on a eu une phase dans laquelle effectivement le risque politique était un peu plus sous contrôle. On se rend compte que les risques, notamment des régions lointaines, commencent à reparaître. Ouais. Et si on peut avoir des moyens de le limiter, et ça, cette garantie d'investissement en est un. Il y a d'autres garanties. Il y a aussi même des garanties à l'installation. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal. C'est souvent on explique en économie la différence entre le risque et l'incertitude. Le risque, on peut le couvrir, on peut le quantifier. Oui, l'incertitude, par définition, c'est impossible. On peut la mitiger, comme disent les Anglais. Et ça, c'est des choses, par exemple, le risque politique que les banques ont du mal à couvrir aujourd'hui. Donc oui, et qu'on couvre avec la sphère publique. C'est là où la sphère publique intervient. Que la sphère publique s'en occupe, c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Avec un grand besoin qui est un besoin de simplification. C'était tout le mérite de BPI, parce que ces produits-là, ils étaient dans l'escarcelle depuis parfois plus de 10 ans. Même y compris des aides à l'ouverture de bureaux de représentation pour les entreprises, avec le risque de perte en capital. Ça fait 10 ans que c'était, mais personne ne le savait. Octave, vous avez eu besoin à un moment de la sphère publique pour vous soutenir ? Non.
Non, on a Je sais ce que vous pensez, Octave, parce que vous me l'avez dit une fois. Vous m'avez dit, vous savez, quand on vient de Pologne en 1990, au plus loin, on est des autorités en mi-sport. Hein, Octave? Oui, ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais on peut le dire. Ouais. Oui, et puis en même temps, ça ne nous empêche pas d'évoluer parce que tout simplement le marché il est là et quelque part on n'attend pas que le monde politique nous aide. Ce qu'on attend, c'est que les règles soient les mêmes dans les différents pays, qu'on soit traité de la même manière que nos concurrents. Et c'est ça qui nous dérange le plus. Si jamais un concurrent vient d'un autre pays, qui a les meilleures lois, qui a les meilleurs, c'est là où il y a vraiment la distorsion de la concurrence. Mais lorsque dans un pays les lois sont pareilles pour tout le monde, bah là c'est juste le jeu de celui qui est le plus smart. Et en fait, ce que vous faites, SFR Business, OVH, c'est finalement permettre à vos clients de partir à l'international, permettre à vos clients de devenir plus grands, plus forts grâce à vos services. C'est exactement ça. Aujourd'hui, pourquoi OVH va à l'international? C'est parce que nos clients, ils nous le demandent. Aujourd'hui, on a des data centers à Singapour, Sydney, on vient ouvrir la Pologne, on est en train de construire l'Allemagne et l'Angleterre. C'est aussi parce que les clients, ils veulent être dans un pays précis, ils veulent aussi la latence, mais aussi ils veulent simplement d'être partout parce que eux, ils ont les clients partout. Aujourd'hui, il suffit pas de créer une start-up et se dire je veux viser le marché français, européen. Il faut viser le monde parce que vos concurrents, bah, ils visent le monde. Donc si vous ne visez pas, bah, l'un des deux, bah, il va être plus gros et donc il va disparaître. Et l'autre, il va disparaître. Marc Breuer. Pardon. Nicolas Baudouin. Oui, moi j'étais tout à l'heure avec une start-up dans le domaine de la réalité virtuelle. C'est tout à fait ça. Sa question c'est est-ce que je dois me développer, faire des levées en France, ou est-ce que je dois aller aux États-Unis très rapidement parce que c'est le marché, il est d'abord là. Et donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ces entrepreneurs, ils ont des choix que les autres voient plus longtemps. Et c'est plus compliqué quand on a une entreprise, des habitudes. De se projeter à un moment à l'international. Et là, c'est une boîte qui a quelques personnes, à Wamba, enfin, c'est étonnant ça. Et donc ils sont sur ce choix-là, donc de dire. Mon marché, voilà, c'est un marché global et mon marché, il est d'abord américain. Guillaume de la Valade. C'est un thème qu'on avait déjà abordé. En fait, le digital, la technologie fait que vos concurrents peuvent venir de n'importe où. C'est ça. Et donc, à nous aussi, à fournir aux entreprises françaises la capacité d'être partout et de dupliquer les modèles qui marchent en France. Après, c'est vrai, Octave le disait très bien, mais il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde, y compris les règles de fiscalité. Parce que là, c'est quelque chose qui peut devenir vraiment majeur pour le développement d'une entreprise française à l'étranger. Il nous reste 2 minutes et Guillaume de la Valade, Octave Klaba, il y a eu sur Amazon Web Services justement un gros incident au milieu de la semaine. Shit happens, vous m'avez dit, Octave. Ça arrive. Ça rend modeste. Oui, c'est ça. Ça arrive, ça rend modeste, ça arrivera. Mais ce qui est fascinant, j'ai vu ça moi là cet après-midi, c'est que c'est un gars qui visiblement a mal tapé sur une touche et qui a donc fait planter sans doute des milliers, voire des millions de services. C'est-à-dire, il y a au cœur de ce qu'il y a peut-être de plus moderne aujourd'hui dans l'économie numérique mondiale, il y a quand même un gars qui à un moment doit taper sur une touche et qui peut se tromper. Il peut se tromper, et on apprend des erreurs. Ce qu'il faut voir, c'est que le mode d'évolution, il est itératif. Il se base sur les erreurs et sur l'amélioration de ces erreurs. Et quelque part, lorsqu'on fait une erreur, ça nous apprend sur comment ne pas la faire demain. C'est cette expérience-là qu'on bâtit et qui permet à la fin d'avoir un service beaucoup plus fiable que celui de concurrents. Sauf que tant que l'homme sera au cœur du système, par définition, il y aura des erreurs, Octave. Il y aura des erreurs, mais il y a derrière, il y a notre sécurité. Mais notre métier, par exemple, c'est de développer les logiciels qui administrent les infrastructures, donc, comme celui d'Amazon. Enfin, aujourd'hui, OVH, par exemple, ne propose pas un service lorsqu'on ne peut pas les automatiser. Si aujourd'hui les clients ne peuvent pas avoir un tableau de bord sur lequel il a un service et il ne peut pas le manager en cliquant ou en utilisant une API, donc en développant un logiciel lui-même, on ne proposera pas ces services-là. Guillaume, qu'est-ce que ça vous inspire, l'incident de Amazon Web Services? Alors, comme vous le disiez, d'abord, l'humilité la plus stricte, parce que ça, on a tous eu et on aura tous des incidents majeurs. Mais il y a quand même un point qui est assez marrant, c'est que là, on parle entre connaisseurs, mais pour vraiment le commun des mortels, Amazon, c'est avant tout un site marchand qu'embauche pour la logistique en France, et c'est pas naturellement un fournisseur d'hébergement. Et pourtant, c'est la réalité, c'est un des plus gros hébergeurs
chargeurs au monde. C'est même le truc qui lui permet de vendre ce qu'il vend et de livrer à la vitesse au Canada, parce que c'est la seule activité rentable. Exactement, c'est un savoir-faire. Groupe Amazon. Voilà. C'est un savoir-faire qui était développé sur la transaction pour faire en sorte que la transaction soit la plus rapide. Et après, c'est certain, ça montre aussi la dépendance qu'on a aux géants américains. Et donc, l'entreprise France doit aussi créer des réseaux comme cela. Et dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, parce que quand ce panier tombe ou quand il est inaccessible, les choses peuvent devenir très très compliquées. Exactement. Merci messieurs, merci de nous avoir accompagnés. Pascal Auger donc pour la Société Générale, Nicolas Baudouin, associé KPMG, Guillaume de Lavalade, directeur général SFR Business, Marc Bruat, le patron de Squad.fr, et donc Octave Klaba, le patron d'OVH. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Octave d'être venu. Merci Marc d'être venu. Et puis nous, on se retrouve. Alors lundi, c'est Fleur Pellerin qui sera toute seule. Et avec Fleur Pellerin, vous savez quoi ? On va peut-être savoir si elle a envie de revenir en politique ou pas, parce que je vais lui demander par exemple si un ministère des PME, ça sert vraiment à quelque chose. Parce qu'elle va nous faire partager toute son expérience justement au cœur de ce ministère des PME. Elle a identifié des freins à la croissance et donc elle nous racontera ça lundi. Et puis nous, on se retrouve durant tout le mois et le mois prochain. Plus grand, plus fort, un vendredi par mois. Marc Fiorentino, c'est votre argent, c'est dans un instant.